Bonjour à tous. La musique s'étant tue, j'imagine que c'est à nous. Pour cette seconde table ronde, le thème choisi est particulièrement ambitieux. Comment prévenir efficacement la mauvaise commercialisation des produits financiers? Nous avons 1h30. C'est quand même un petit peu pharaonique comme ambition. Nous avons donc réuni un panel de très grande qualité pour essayer de faire face à ce challenge. Par ordre alphabétique, Madame Bénézek-Bessu, qui est premier vice-procureur au tribunal de grande instance de Paris, puis Monsieur David Charlet, qui est président de l'Association nationale des conseils financiers, l'ANACOFI, et de la Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers, Maître Ferrand Polony, qui est avocate au barreau de Paris, Monsieur Xavier Parrain, qui est de l'AMF, secrétaire général adjoint en charge de la direction de la gestion d'actifs, et mon collègue Stéphane Torque, qui est professeur à Paris 2. Alors, mauvaise commercialisation, avant de savoir comment prévenir efficacement cette mauvaise commercialisation, il faudrait déjà savoir qu'est-ce que c'est que la mauvaise commercialisation. Et pour essayer de répondre à cette question qui correspond exactement aux caractéristiques que Madame la Présidente a données tout à l'heure sur les thèmes choisis par les différents colloques de la Commission des sanctions, c'est-à-dire relatifs à une règle de fond et bouleversée par les nouvelles technologies et l'internationalisation. Pour savoir de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que la mauvaise commercialisation, je demanderai à Stéphane Torque de nous faire un petit panorama très rapide. Ce sera le maître mot de toute cette table ronde, très rapide. Petit panorama très rapide sur la mauvaise commercialisation et surtout sur les diverses réponses qui ont été données pour tenter de prévenir efficacement cette mauvaise commercialisation. Merci Madame, chers collègues. Alors, lorsqu'il s'agit de s'intéresser à la prévention des risques de mauvaise commercialisation, le juriste est conduit à se poser finalement 4 questions dont les réponses viendront, pour l'essentiel, former l'arsenal des dispositions propres à assurer la protection des investisseurs. 4 questions, disais-je. Qui commercialise? Que commercialise-t-on? Quand commercialise-t-on? Et comment commercialise-t-on? Alors la première question, qui commercialise, renvoie au sujet de l'encadrement des professionnels qui structurent et distribuent les produits financiers. Alors il est évident de ce point de vue que l'encadrement de ces professionnels constitue le prérequis tout à fait indispensable à une bonne commercialisation des produits financiers. Alors probablement n'est-il pas ici utile, d'ailleurs le temps manquerait, de rappeler ici les évolutions qu'a connues la matière depuis l'entrée en vigueur de la directive services d'investissement. En revanche, il m'apparaît assez intéressant de relever 2 innovations importantes du dispositif MIF 2. Le premier tient à l'instauration de la notion de gouvernance produit, laquelle permet de répondre à l'une des préoccupations qui avait été évoquée par le rapport d'Elmas-Marsalet en 2005 sur la commercialisation des produits financiers, à savoir une meilleure segmentation des destinataires des offres de produits financiers. Et c'est à cet objectif que répond la directive MIF 2 en mettant en place la gouvernance produit avec un rôle et des responsabilités partagées quant à la détermination de la cible de l'offre de produits entre le producteur et le distributeur. La seconde innovation marquante, selon moi, du dispositif MIF 2 est relative à la notion de conseil d'investissement indépendant qui permet de mieux promouvoir une prestation de conseil indépendante dans un contexte où, dans les réseaux fermés notamment, il advient que le conseil soit par trop influencé par la situation de relative dépendance économique dans laquelle peut se trouver le conseiller en investissement financier. La seconde question qu'il convient de se poser, s'agissant de la prévention des risques de mauvaise commercialisation des produits financiers, c'est que commercialise-t-on? Cette question renvoie en réalité à la grande diversité des produits financiers et la nécessité probablement d'identifier les risques particuliers qu'ils recèlent.
Alors ce sont des titres de capital, des titres de créance, des OPC, autrement dit des OPCVM, des FIA, des contrats dérivés, des produits structurés, des produits financiers dont le rendement est garanti, des produits financiers pour lesquels le risque maximum est connu, mais également des produits financiers hautement spéculatifs. Des produits français également, des produits étrangers sous passeport européen. Cette grande hétérogénéité des produits d'investissement appelle une réponse législative et réglementaire qui, bien sûr, soit adaptée pour faire face aux risques de mauvaise commercialisation. Hétérogénéité tout d'abord des caractéristiques de ces produits financiers en termes de risque, en termes de performance, en termes de complexité, qui nécessitent en premier lieu que soit adapté le niveau d'information qui doit être donné à l'investisseur, mais également adapté au support de l'information. Cette question est parfaitement connue pour qu'il ne soit pas ici besoin de la développer plus amplement. En deuxième lieu, il importe aussi que soit posée la question de l'opportunité de commercialiser certains produits auprès de certaines catégories d'investisseurs, et on pense ici notamment aux produits financiers complexes, au sujet desquels d'ailleurs l'AMF avait publié une position-recommandation en 2010, et question dont s'empare le dispositif MIF 2, en excluant les produits complexes du service d'exécution simple, et qui nécessitera donc qu'un test d'adéquation demain soit respecté pour la commercialisation des dits produits. En troisième lieu, cette question suppose aussi que soit envisagée, le cas échéant, l'interdiction pure et simple de commercialiser un produit, ou en deçà de cette hypothèse, d'empêcher le recours à certaines techniques de commercialisation, voire même aussi d'interdire la promotion de certains produits au public. Et à titre d'illustration, c'est ce que promeut la loi Sapin II en interdisant la publicité directe ou indirecte d'un certain nombre de produits hautement spéculatifs, comme les options binaires, les CFD et les instruments financiers sur devises. Hétérogénéité des produits financiers, de leurs caractéristiques, mais également hétérogénéité des qualifications juridiques. Car tous les produits d'investissement n'entrent pas dans la classification de la directive MIF et aujourd'hui du dispositif MIF 2, ce qui pose notamment la question de la régulation de ces autres produits non soumis à la réglementation européenne, tandis qu'ils peuvent parfois être considérés comme des produits d'investissement. C'est là le cas des biens divers sur lesquels nous allons revenir. La troisième question qu'il convient de se poser, c'est quand commercialise-t-on? Ou pour le dire autrement, quand doit-on considérer qu'un prestataire commercialise un produit financier? Alors en France, et à plusieurs reprises, la commission des sanctions de l'AMF, s'agissant tout particulièrement de déterminer si un OPC avait bien été agréé avant le premier acte de commercialisation, a donné une définition de la commercialisation de produits financiers et a considéré que la commercialisation consiste à prendre l'initiative de présenter par différentes voies, publicité, démarchage, conseil, un instrument financier en vue d'inviter un client ou un prospect à y souscrire ou à l'acheter. Depuis lors, on le sait, l'AMF a quelque peu assoupli sa doctrine et a inséré en droit français le concept de pré-commercialisation, notamment pour permettre aux sociétés de gestion de tester l'appétence, si je puis m'exprimer ainsi, des investisseurs pour le produit et ainsi faciliter la commercialisation à l'étranger des fonds français. En contrepoint, il est assez notable de remarquer qu'à l'échelon européen, et aussi incongru que cela puisse paraître, la notion de commercialisation n'est pas clairement définie, alors même qu'elle participe sans aucun doute du niveau de protection que l'on souhaite accorder à l'investisseur. Alors la réflexion est toutefois en cours dans le contexte de l'union des marchés de capitaux et de l'identification des barrières à la commercialisation transfrontière des fonds. Quatrième question enfin, comment commercialise-t-on? Cette question conduit à apprécier l'influence des modalités de commercialisation retenues sur le risque de mauvaise commercialisation. De ce point de vue, les facteurs sont multiples, mais relèvent essentiellement de deux dimensions, une dimension matérielle et une dimension spatiale ou géographique. La dimension matérielle est relative aux techniques de commercialisation elles-mêmes, alors qu'il s'agisse d'une distribution en architecture fermée, une distribution en architecture ouverte, et en ce cas, une distribution indépendante ou non.
qu'il s'agisse aussi de commercialiser dans la présence physique de l'investisseur, ou qu'il s'agisse au contraire de commercialiser les produits à distance, voire même d'initier une relation complètement digitalisée. La question se posant alors de savoir si les règles que nous connaissons aujourd'hui et qui ont été établies en contemplation finalement des techniques de commercialisation traditionnelles sont adaptées à ces nouveaux modes de commercialisation. Dimension matérielle, mais également dimension spatiale ou géographique, et qui, elle, conduit à nous intéresser aux lieux de production et aux lieux de commercialisation. La question de la commercialisation au sein des frontières et hors des frontières conduit d'une part à devoir s'interroger sur l'impact potentiellement négatif du passeport européen. Et c'est-à-dire, pour être plus précis, sur le niveau de diligence de l'autorité de contrôle du pays d'origine, afin que soit évitée une mauvaise commercialisation sur le territoire dont a la charge l'autorité du pays d'accueil. Et la même question conduit d'autre part à surmonter l'obstacle de la localisation des infractions et des manquements à la législation applicable, de sorte que puisse être désignée l'autorité administrative ou l'autorité pénale compétente pour en connaître. La problématique est certes classique, c'est une problématique de droit international, mais elle est rendue plus complexe, nous y reviendrons encore, par la digitalisation des services d'investissement. Alors ces quatre questions, en vérité, certains aspects de ces quatre questions seront au cœur de nos discussions autour de la prévention des risques de mauvaise commercialisation des produits financiers. Merci pour ce panorama général. Comme ce colloque est le 10e de la commission des sanctions, il est intéressant de se demander est-ce que les réponses qu'on va vous proposer aujourd'hui auraient été les mêmes il y a 10 ans? Est-ce que la mauvaise commercialisation se présente dans les mêmes termes aujourd'hui et il y a 10 ans? Et en fait, énormément de choses ont changé. Et ces grands changements sur lesquels nous allons nous arrêter avec vous, grands changements sur 3 points principaux. Tout d'abord, des changements quant aux produits. Ensuite, nous parlerons des changements quant au mode de commercialisation et on terminera par des changements quant au périmètre de la commercialisation. Tout d'abord, donc, le premier thème sur les changements quant aux produits. Les produits ont changé. Mon collègue Stéphane Torck en a fait un panorama très général, mais quand on regarde de plus près, il y a l'émergence de nouveaux produits commercialisés qui se multiplient pour des raisons très simples qui ont été identifiées. C'est que les taux d'intérêt sont historiquement très faibles, qu'il y a une grande défiance envers les produits financiers classiques. Et face à cette défiance, les investisseurs se tournent vers d'autres produits dits atypiques. Alors, produits dits atypiques, c'est quoi? C'est toutes sortes de choses, parce que ça peut être beaucoup de choses. Pour citer en vrac, les caves à vin, les forêts d'eucalyptus au Brésil, les huiles rares au Costa Rica, les panneaux voltaïques, les manuscrits, les œuvres d'art. Et tous ces exemples, je ne les ai pas pris tous au hasard, parce que parmi ces exemples, certains ont donné lieu à des décisions de la commission des sanctions. Et en particulier les photovoltaïques qui ont donné lieu à une décision Solabios en juillet 2013, les œuvres d'art à une décision très connue, Marble Art, en avril 2014. Donc un sujet important pour un colloque de la commission des sanctions, mais un sujet pas simple parce que face à ce développement, il y a eu diverses réponses de textes, des textes qui se sont multipliés, des textes de loi 2014, loi Sapin 2016, et puis aussi des textes issus de l'AMF. Mais avant de parler de ces différents textes, de ce régime, un des points très importants, c'est de se demander, mais c'est quoi ces produits atypiques? Parce que quand on ouvre le Code monétaire et financier, on peut chercher produits atypiques partout, on ne le trouvera pas. Alors, première question, qu'est-ce que c'est qu'un produit atypique et qu'est-ce que c'est que ce qu'on trouve dans le Code monétaire et financier, c'est-à-dire un bien divers? C'est une question tellement complexe que dans toutes les décisions que je vous ai citées, c'est un des points qui a été évoqué en premier lieu. Les parties s'étant demandé est-ce qu'elles rentraient dans le champ de la règle, est-ce que, oui ou non,
ce qui était soumis était susceptible d'être qualifié de biens divers. Et c'est même une question qui a été évoquée lors du recours par la Cour d'appel de Paris, dans sa décision de recours contre Solabios, qui s'est demandé, en l'espèce, s'il s'agissait vraiment d'un bien atypique. Donc une question très difficile, et c'est la question que je vais poser à Stéphane Torck. Finalement, c'est quoi un produit atypique, ou c'est différent d'un bien divers? Comment cerner ce sujet dont nous allons essayer de parler? Alors, je suis pour ma part convaincu que le produit atypique se confond juridiquement avec la qualification de bien divers, sauf à vouloir rajouter de la confusion aux classifications, d'ailleurs qui n'existent pas en réalité, juridiquement en tout cas, au sein des produits financiers, si ce n'est à raison de la réglementation qui leur est applicable. Peut-être avant de rentrer un peu plus dans le détail sur la manière dont il faut comprendre, non pas tant le produit atypique ou le bien divers que la prestation d'intermédiation en bien divers, puisque c'est ce que régit le législateur. Ce ne sont pas les biens, c'est l'activité d'intermédiation en bien divers. C'est un point qui est important. Peut-être rappeler brièvement le régime et rappeler ici les éléments de définition. Le régime juridique de l'intermédiation en biens divers date de 1983, où le législateur entend d'une part poser un certain nombre de conditions à l'accès de cette activité, mais surtout, et d'autre part, a souhaité assurer une meilleure protection des investisseurs potentiels en exigeant d'intermédiaires de leur fournir une information adaptée. Je rappellerai ici, parce que c'est la définition originelle de l'intermédiation en biens divers, les termes de l'article L550-1 du Code monétaire et financier. Cette définition nous sera utile par la suite. On nous dit que est un intermédiaire en biens divers, je cite, toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi. En 2014, la loi Hamon crée une deuxième catégorie d'intermédiation ou d'intermédiaires en biens divers qui figure aujourd'hui à l'article 550-1 grand 2 du Code monétaire et financier. Et en voici la définition. Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier, direct ou indirect, ou ayant un effet économique similaire. Au titre de la loi de 2014, les pouvoirs de l'AMF, néanmoins, à l'égard de cette seconde catégorie d'intermédiaires étaient relativement limités, puisque, d'une part, l'AMF était dépourvue de pouvoir de sanction sur cette deuxième catégorie d'intermédiaires, et que, par ailleurs, elle n'exerçait qu'un contrôle a posteriori des propositions d'investissement faites dans ce cadre. La loi Sapin II remédie à cette différenciation de régime en unifiant les dix régimes et dorénavant, l'AMF exerce un contrôle a priori des propositions d'investissement, quelle que soit la catégorie d'intermédiaire, celui du grand 1 ou du grand 2, ouvre largement le pouvoir de sanction et lui permet aussi d'édicter ce que l'AMF a fait assez récemment dans son règlement général, les garanties minimales qui sont exigées afin que ces biens divers puissent être placés auprès du public. Reste qu'en dépit de l'unification de ces deux régimes juridiques, il existe aujourd'hui deux définitions de l'intermédiation en biens divers. Et il ne fait pas mystère de ce point de vue que la loi Hamon en 2014 a tenté, ce qui est parfaitement compréhensible, s'agissant des objectifs, de mettre fin aux techniques de contournement utilisées par un certain nombre d'intermédiaires au regard de la définition relativement stricte, quoique parfaitement cohérente, de l'article 550-1 grand 1. La définition d'intermédiaire en biens divers de l'article 550-1 grand 1 suppose, on l'a un peu compris au travers de l'énonciation que j'en ai faite, que soit retenu, pour que la qualification soit opérationnelle, la réunion de 4 éléments constitutifs qui jouent de façon cumulative. En premier lieu, le premier critère de qualification tient aux modalités de l'entrée en relation.
puisque celle-ci, nous dit-on, doit être consécutive à une communication à caractère promotionnel ou à une opération de démarchage, ce qui exclut évidemment en principe l'entrée en relation qui serait le fruit de l'initiative du client. On retrouve ici, mutatis mutandis, je l'ai évoqué tout à l'heure, la définition française de l'acte de commercialisation. Le deuxième élément qualifiant est relatif à la nature du produit proposé, puisque l'investissement doit porter sur des droits ou des biens, mobiliers ou immobiliers, rentes viagères, ce qui quand même constitue une assiette extrêmement large, on ne peut pas le nier, à l'exclusion principalement des opérations de banque, des actions et des parts sociales et des opérations d'assurance. Le troisième critère de qualification, qui je le rappelle joue de manière cumulative dans l'article 550-1 c'est la fréquence de la sollicitation, puisque l'activité doit avoir lieu de manière habituelle. Et enfin, dernier critère de qualification, et non des moindres, sur lequel je voudrais m'appesantir quelque peu, celui-ci est relatif aux modalités de gestion ou de dénouement de l'investissement proposé, puisque alternativement, nous dit-on, pour que la qualification d'intermédiation en biens divers au titre du grand 1 soit reconnue, il faut que les investisseurs n'assurent pas eux-mêmes la gestion des biens ou droits par eux acquis, ou, et c'est bien alternatif, que le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi. Ces deux critères alternatifs méritent que l'on s'y attarde parce que ce sont eux qui permettent, me semble-t-il, de faire rentrer dans la catégorie des produits d'investissement des biens qui ont une fonction par nature différente. Pour prendre l'exemple, et sans vouloir être réducteur de l'œuvre d'art, celle-ci par nature a une fonction ornementale. Si l'on prend l'hypothèse du manuscrit, celui-ci a par nature une fonction littéraire ou historique. Or, c'est parce que le bien ou les droits acquis ne sont pas gérés par l'acquéreur, lequel n'en a finalement pas une disposition pleine et entière, ou c'est parce que ce bien ou les droits acquis ont vocation à être repris moyennant une revalorisation permettant de constater soit un gain pour l'investisseur ou au contraire une perte, que ces biens divers par nature non financiers acquièrent une nouvelle fonction pour devenir des produits d'investissement. En comparaison, la définition d'intermédiaire en biens divers de l'article 550-1 est particulièrement générale. Trop même assurément au point qu'elle laisse peut-être subsister dans son sillage une effluve d'inconstitutionnalité au regard du principe de l'égalité criminelle. Excite, à lire le texte à la lettre, les modalités d'entrée en relation. L'article 550-1 emploie le verbe « proposer », celui-ci étant d'une neutralité à toute épreuve. Proposer, ce n'est pas commercialiser au sens des conceptions françaises. Excite le critère de l'habitude, si ce n'était peut-être que la notion de client ou de client potentiel pourrait renvoyer à l'idée d'une activité professionnelle. Madame Michu qui met en vente sur le Bon Coin la soupière de Mémé en faïence de Quimper du XVIIIe siècle, a-t-elle mis à son corps défendant un premier pied dans le statut d'intermédiaire en biens divers. Après tout, elle le propose à la commercialisation, sa soupière du XVIIIe, celle-ci étant d'ailleurs visible sous toutes les coutures sur le site internet du Bon Coin. À lire le texte toujours, excite ce qui fait qu'un banal récipient à soupe est susceptible de devenir un produit d'investissement. Il suffit, en vertu de l'article 550-1 que Madame Michu ait mis en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect. Madame Michu, qui ignore toute cette distinction subtile, a bien indiqué sur le site internet que le Quimper reviendrait à la mode et qu'une soupière du XVIIIe en parfait état, ça vaudra des sous. Je me tourne vers l'AMF. Madame Michu doit-elle venir faire enregistrer auprès de ses services sa proposition d'investissement et mettre en œuvre la cohorte de règles qui accompagne cette procédure? Je vais faire respecter le principe du contradictoire et donc laisser à l'AMF quelques secondes de réflexion face à cette question si simple, qui lui sera donnée pendant une question que je vais poser à mon voisin, Monsieur Charlet, en sa qualité de président d'une fédération d'intermédiaires, et on a bien compris qu'il s'agit d'intermédiaires, de biens divers, et c'est que cette notion d'intermédiaire est essentielle. Qu'est-ce que vous pouvez nous décrire en France aujourd'hui, en dehors de Madame Michu? Qu'est-ce qu'il existe? Et peut-être même en dehors de la France?
Alors, si on regarde ce qui existe déjà en dehors de la France, puisqu'on se rend compte qu'on est dans une espèce de position intermédiaire. Hors de France, vous avez tout. Je ne peux pas faire mieux, c'est tout. Donc j'ai sondé mes confrères présidents de fédérations dans les différents pays. Je ne vais pas vous parler des choses les plus exotiques, parce que dans certains pays, ils ont inventé des trucs qu'on n'a même pas imaginé pouvoir imaginer chez nous, donc ce n'est pas la peine de donner des idées. Mais on a une tendance, c'est-à-dire que plus on va vers l'Est, plus on est vers des produits atypiques, classiques, pour nous classiques. Je m'explique, vous allez voir, c'est simple. En gros, ça se résume à de l'or et de l'œuvre d'art. C'est basique quand même comme produit atypique. Plus vous revenez vers l'Ouest, et si vous dépassez la France, plus vous trouvez tout. Et si vous allez en Angleterre, mon confrère britannique m'a expliqué ce qui se promenait actuellement en Angleterre, on est très raisonnable en réalité. C'est-à-dire que là-bas, pour le moment, bien sûr, il y a les œuvres d'art, bien sûr, il y a tout un tas de choses comme ça. Mais enfin, pour l'instant, leur grand truc du moment, c'est les parkings. Mais les parkings vendus comme un produit financier. Donc pour eux, c'est nouveau. Pour nous, souvent, nos intermédiaires sont aussi agents immobiliers, donc pourraient en proposer. Mais ils voient se développer ça. Ils voient les containers que nous avons partiellement vus. Ils voient donc, mais ils ont à peu près tout. Tout ce qu'on trouve dans les autres pays se trouve chez eux. Alors, du coup, quand on regarde ce que nous avons, oui, nous pouvons avoir des propositions sur toute nature de produits. Là où nous avons été inventifs, c'est qu'à l'Est, il semble que quand on parle d'œuvres d'art, on parle de vraies œuvres d'art, alors que nous, en France, avons inventé le quasi-œuvre d'art. On prenait une signature qui devient l'équivalent d'un tableau, par exemple. Donc là, on a mis un petit peu de technique dans tout ça. Et on a bien sûr toute la dimension œuvre d'art, même si ce que nous avons principalement vu n'est pas au sens premier de l'œuvre d'art. Nous avons bien sûr une chose qui est en fait très rare. On parlait de photovoltaïque, et bien en fait apparemment ça semble très rare. C'est les montages autour de ce genre de schéma ailleurs ne m'ont été cités par aucun de mes confrères présidents de fédération ailleurs. Ça ne veut peut-être pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se font, mais aucun ne me l'a cité comme un élément qui ressortait dans son propre pays. À part ça, bien, nos amis anglais comme nous ont du bois, des forêts. Les leurs semblent quasi exclusivement costaricaines. Nous avons innové en retournant vers des terres plus portugaises, vers le Brésil ou autre. Donc nous sommes étendus, partis vers les Philippines ou en Indonésie, en France. Voilà, on a ces éléments-là qui sont le principal de ce qui se promène chez nous aujourd'hui, si on doit faire un point sur la situation d'aujourd'hui. Mais j'ai vu des choses beaucoup plus bizarres dans le passé. Je pense qu'à l'AMF, on a eu des échanges à certains moments où on a ri jaune pendant quelques semaines. Il y a des choses qui, par contre, il faut le dire, qui ont été présentes sur notre marché, qui sont restées quelques semaines. Voilà. Alors justement, je me tourne vers l'AMF et vers M. Parrain, qui est vraiment au cœur de ce dispositif, étant donné que l'instruction du 17 mai 2017 lui impose de donner un numéro d'enregistrement pour toutes ces petites choses, donc toutes sortes d'objets qu'il va voir défiler, et en particulier la soupière de Madame Michu, que nous n'oublions pas, pour que vous déterminiez lesquels sont des biens divers, dans quel cas il y a intermédiation de biens divers, et pour reprendre une question un petit peu provocatrice que nous avions retenue de nos préparations, est-ce que vous allez englober tout ce qui circule sur Amazon, quoi? Donc non. Non, on ne souhaite pas en effet être le régulateur de tout Amazon. On ne souhaite pas être le régulateur non plus de tous les cavistes du coin, même si les premiers biens divers que l'on a enregistrés sont plutôt des propositions de caves. Donc l'idée de ce régime est en effet d'être un régime complémentaire. Donc déjà, on ne va pas dans le régime des biens divers retrouver tous les produits financiers que l'on couvre par d'autres réglementations. Donc il y a des fonds d'investissement qui sont bien couverts déjà par beaucoup de règles sur les acteurs autant que beaucoup de règles sur l'information. Il ne s'agit pas de couvrir à nouveau tous ces produits-là. Donc on laisse de côté tous les OPCVM, tous les FIA, tous les instruments financiers qui sont couverts par la directive prospectus. On est bien sur un régime complémentaire, mais un régime complémentaire qui n'a pas vocation à aller trop loin. En effet, la soupière ou la voiture de collection, ou là on est tout près du passage des panoramas, les collections de timbres, on ne souhaite pas couvrir ces collections de timbres par le régime des biens divers si la collection est bien identifiée.
À nouveau, s'il s'agit d'acheter la soupière qui est en photo sur Le Bon Coin, qui est un bien physique identifié, il ne s'agit pas pour nous d'une proposition d'investissement. Le régime des biens divers a beaucoup plus pour but, à mon sens, de couvrir les propositions d'investissement où les acteurs n'ont pas forcément, au moment où ils souscrivent ou au moment où ils rêvent sur l'objectif de rendement financier du produit qu'ils vont acheter, ils n'ont pas forcément l'actif physique identifié en face d'eux. C'est peut-être un peu comme ça qu'on va essayer de faire la distinction entre ce qui est du bien divers et ce qui n'en est pas. Pour moi, si l'actif est connu avant d'investir, on est plutôt sur l'achat de collection, l'achat patrimonial. À l'inverse, s'il s'agit avant tout de mettre une somme d'argent pour sa rentabilité et, in fine, acheter un bien, là, on est plutôt sur le régime des biens divers. Si je le reformule sur les caves, si vous achetez une bouteille chez votre caviste, que c'est le château qui est votre château préféré, que vous connaissez bien, et que vous demandez à votre caviste de conserver la bouteille dans sa cave parce que sur Paris, votre cave, elle n'est pas bien, à ce moment-là, on n'est pas dans le régime des biens divers. En sens inverse, lorsque le caviste propose une proposition de cave d'investissement et il vous demande de mettre 10 000 euros et il vous propose une certaine rentabilité sur ces 10 000 euros, vous ne savez même pas quel type de bouteille vous allez acheter. Là, on tombe dans le régime des biens divers. Et puis après, il y a peut-être du gris clair, gris foncé entre les deux. Je ne réponds pas forcément à tout, mais en effet, c'est un peu là quand même qu'est la difficulté de ce régime. Globalement, aujourd'hui, on a l'impression, d'ailleurs, en échangeant pas mal avec les associations de conseillers de gestion de patrimoine, avec les distributeurs, on a l'impression de voir à peu près aujourd'hui quelles sont les cibles de bons candidats sur le régime des biens divers. Il n'y en a pas 1000 en France, mais on voit qu'il y a une cinquantaine, une soixantaine d'offres qui sont des bons candidats à être dans le régime des biens divers, qui sont bien des propositions d'investissement très présentes sur Internet, très présentes en termes de communication, où le rendement financier vient avant le bien, et c'est avec ce fléchage que je pense pouvoir déterminer ce que sont les biens divers. Même si je suis tout à fait d'accord, la définition est beaucoup plus large en lecture juridique stricte dans le texte. Alors, on a beaucoup parlé de variété. Vous nous avez signalé que le terme investissement était essentiel et vous venez de nous parler de bons candidats. Et il y a également un autre aspect important dans cette situation des biens divers, c'est qu'il y a des mauvais candidats. Il y a pas mal d'investissements qui finalement ne se révèlent pas à la hauteur de ce qui est présenté. Et pour les investisseurs, il y a eu une série de déconvenues. Alors, Maître Ferron-Polony, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-unes de ces déconvenues que vous avez eu l'occasion d'appréhender dans vos dossiers, je crois? Effectivement, ça fonctionne sur le thème de la mode de tel ou tel produit. Et en attendant la mode du Quimper, ou le retour de la mode du Quimper, car cela a eu beaucoup de succès à une époque, effectivement, les souscripteurs, les investisseurs se trouvent piégés dans des opérations qui ont été successivement, pour celles que nous connaissons bien, celles des manuscrits rares et ou autographes, celles des terres rares, germanium, terbium, yttrium, tout un tas de noms que nous ignorions totalement, où les personnes sont incitées à acheter quelques grammes, au maximum 1 kilo de terres rares qu'elles ne recevront jamais car elles seront stockées en Allemagne. Il y a l'affaire effectivement des tableaux de Marble Art Invest. Je cite cette affaire parce que c'est la plus aboutie. Elle est particulièrement emblématique, je pense, du combat que toutes les institutions ont pu mettre en œuvre pour lutter contre la commercialisation farfelue de biens atypiques. Marble Art Invest, c'est à la suite de l'enquête, tout d'abord la sanction prononcée par l'autorité des marchés financiers au mois d'avril 2014 pour non-respect donc, des règles relatives à l'intermédiation sur les biens divers. L'autorité des marchés financiers a visé tous les acteurs de cette affaire parce qu'il faut bien voir que pour la commercialisation de ce produit atypique qui était l'œuvre d'art, entre guillemets, on avait une équipe complètement atypique également,
puisque les experts en œuvres d'art n'étaient experts de rien du tout. Ils évaluaient la cote de l'artiste auquel ils allaient acheter le tableau sur Internet. Nous avons appris que les œuvres étaient initialement achetées auprès d'artistes français 1 000 €, alors que l'investisseur croyait qu'elles étaient achetées 4 000 €, mais les 3 000 € de différence partaient dans la poche des escrocs, on peut les appeler comme cela, puisqu'ils ont été condamnés depuis par la justice pénale. Par la suite, ces tableaux ont été finalement achetés en Roumanie pour que le bénéfice au profit de l'équipe d'escrocs soit plus important, et les tableaux étaient achetés 150 €, ce qu'ignoraient évidemment totalement les investisseurs. Donc une affaire qui a fini par la transmission de l'autorité des marchés financiers au parquet de Paris devant le tribunal correctionnel, et les sanctions pénales ont été prononcées au mois de novembre 2016 avec évidemment des peines de prison fermes, des peines de prison avec sursis. La question dans ce type d'affaires, c'est comment faire pour que l'argent revienne dans les poches des investisseurs, car les victimes ici sont extrêmement démunies. Les escrocs sont insolvables, même si en plus dans cette affaire, pour dire que c'était atypique, outre une dame de compagnie qui a quand même laissé auto-entrepreneuse, dont l'établissement bancaire a quand même laissé passer 2,5 millions sous le statut d'auto-entrepreneuse, 2,5 millions d'euros passés sur le compte. Nous avions un huissier de justice dont l'intervention a amplifié les préjudices, puisque comme il est intervenu en qualité de séquestre, ça a rétabli, enfin conforté la confiance des investisseurs dans l'opération, et 10 millions d'euros supplémentaires ont été collectés à partir du moment où cet huissier de justice est intervenu. Lui-même a été condamné, non seulement sanctionné par l'autorité des marchés financiers, mais également condamné par la juridiction pénale au mois de novembre 2016. Donc un produit atypique géré par une équipe atypique, des dégâts monumentaux pour les victimes. Le produit actuellement qui fait des ravages, c'est le diamant d'investissement. C'est extrêmement compliqué. Les particuliers sont attirés par des pop-up qui peuvent arriver tout simplement sur leur propre site bancaire. Donc ils cliquent, ils rentrent leurs coordonnées, et puis 2 ou 3 jours après, ils sont contactés par téléphone par des personnes qui sont très vraisemblablement pleines de mauvaises intentions à leur égard, et qui les incitent à acheter une ou plusieurs pierres qui ne leur seront évidemment jamais livrées, parce que ce qui est commun dans les biens atypiques, c'est qu'on parle de portefeuille, alors qu'en face, on a des pierres, on a un tableau, on a un manuscrit, on a un autographe, mais on vous parle portefeuille. Il y a toujours une délégation de la garde, vous ne récupérez jamais vos biens, et il y a toujours une promesse de valorisation et de rendement. Et le produit aujourd'hui qui fait malheur, c'est le diamant, mais également l'émeraude. Et je sais que l'autorité des marchés financiers se mobilise sur cette question-là. Nous le faisons aussi auprès des victimes pour essayer de récupérer les fonds. Et pour ça, il faut aller très très vite. Merci. Vous avez cité à plusieurs reprises les juridictions pénales, et vous avez en particulier reparlé de cette fameuse affaire Marble-Art. Donc je me tourne vers notre représentante de l'institution pénale, Madame Bénézek-Bessu. Finalement, face à tout ça, quelles infractions on peut relever? Oui, merci. J'interviens au bout de la chaîne, et c'est tout à fait normal, parce que lorsqu'on fait appel à l'autorité judiciaire, généralement, c'est que la prévention n'a pas très très bien marché. Alors, à partir des illustrations qui viennent d'être évoquées, la première question que le procureur doit se poser, ou le juge d'instruction, c'est: est-ce que je suis vraiment en face d'une infraction pénale? On doit se poser la question de savoir si, face à une commercialisation qui on a qualifié là de mauvaise commercialisation, nous, il faut savoir si on est en face d'une commercialisation frauduleuse au sens de la loi pénale.
parce que, évidemment, une mauvaise commercialisation n'est pas forcément pénale. Et la question se pose plus particulièrement pour les produits atypiques, parce que, par définition, les acquéreurs sont des investisseurs, et que qui dit investissement dit une certaine prise de risque, et a fortiori s'il s'agit d'un produit atypique. Alors, on se base sur nos infractions pénales. On a une double démarche. La première, c'est la démarche passons du dol civil à la pratique commerciale trompeuse du Code de la consommation. Et si infraction pénale il y a, est-on en présence d'une pratique commerciale trompeuse ou est-on en présence d'une escroquerie sanctionnée par le Code pénal? Alors, l'article L121.2 du Code de la consommation est quand même très très vaste. C'est lui qui prévoit et sanctionne, ça c'est l'article 132 qui le sanctionne. Il nous dit la pratique trompeuse si, lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un des éléments suivants, et là ça va de petit a jusqu'à petit g, et également l'article L121.4 qui nous dit sont réputées trompeuses, et là il va du premièrement jusqu'au 22e. Alors c'est censé nous aider, et en fait pas tellement, parce que plus on détaille, et plus cela laisse une ouverture possible pour une faille en tout cas, pour la défense. Alors nous, quand on nous présente ce contrat de commercialisation, eh bien, il faut l'examiner avec beaucoup d'attention. Ce contrat, la plaquette commerciale qui est remise à l'acquéreur, et enfin le discours qui est tenu par les conseillers en gestion de patrimoine. Et quand on examine ce dossier, moi je me mets en pensée d'avoir à me lever pour prendre mes réquisitions devant un tribunal, et surtout j'essaye d'anticiper toutes les faiblesses du dossier parce que je sais qu'elles seront immanquablement soulevées par la défense, et ça c'est absolument normal. Donc parce qu'on est bien sûr en présence d'une délinquance astucieuse, donc ceux qui proposent la commercialisation vont par définition utiliser des procédés astucieux. Donc voilà, je regarde mon contrat. Alors dans des cas qui ont été soit précités, soit qui sont encore en cours, que je ne vais pas citer, mais que vous avez peut-être en tête, quand une société, par exemple, se réserve une faculté de rachat, mais qui, une fois qu'elle rachète, elle propose 7,5 fois l'investissement initial, est-ce que je suis effectivement en présence d'une pratique commerciale trompeuse, ou est-ce que c'est suffisamment indiqué clairement dans le contrat? Tout ça, ce sont des questions que je dois me poser parce que je suis au pénal, une fois de plus, et que le pénal, eh ben, la loi pénale, elle est d'interprétation stricte. Le fait, par exemple, pour celui qui propose la commercialisation, de réaliser une marge très importante entre l'achat du bien objet de l'investissement et sa vente à l'acquéreur. Est-ce que c'est d'une pratique trompeuse ou est-ce que c'est du business? Ça encore, je dois me la poser pour dire oui ou non. Voilà, et ça, c'est ce qui va faire la force de mon dossier. Là encore, le discours qui tend à donner une image positive et homogène du marché du produit proposé à l'investissement, est-ce que c'est une allégation fausse ou est-ce qu'on considère normal, dans un discours de commercialisation, de pouvoir le proposer, surtout sachant qu'on a toujours la voie civile. Donc, avant même de me dire « je suis en présence d'un dossier pénal », je me demande, moi d'abord, est-ce que je suis en présence d'un dol civil, le cas échéant, ou d'une pratique commerciale trompeuse du droit de la consommation. Deuxième infraction pénale, et on passe de la bonne qualification pénale. Est-ce que je suis en pratique commerciale trompeuse punie de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, ou est-ce que je suis, dans le cas d'une escroquerie pure et simple, punie de 5 ans d'emprisonnement, 375 000 €, comme Marbella Rivast, par exemple, est quand même une très très bonne illustration. Donc, difficulté du choix de la qualification pénale, et sachant que
on peut se dire, pour l'escroquerie, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut prouver soit des manœuvres frauduleuses, mais qui nécessitent des manœuvres positives. Et là, l'intervention de l'huissier dans Marbella Invest était particulièrement intéressante parce que c'est ça qui qualifie une manœuvre frauduleuse ou une fausse qualité, ou si je suis en pratique commerciale trompeuse. Donc, il faut savoir également qu'on peut toujours revoir à la baisse et dire là, je suis faible sur l'escroquerie, mais en revanche, je peux y aller sur la pratique commerciale trompeuse. Grosso modo, pour ces commercialisations de produits, on est sur ces deux infractions. Merci, et ça nous permet de conclure sur cette première évolution quant aux produits, et d'aborder le second thème de cette table ronde, l'évolution quant au mode de commercialisation. Et alors là, évidemment, c'est un lieu commun aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des nouvelles technologies. Alors, les nouvelles technologies, on le sait tous, ça a un effet démultiplicateur. Lors de la première table ronde, on nous a parlé de la démultiplication des dissimulations, de la démultiplication des contrôles. On pourrait parler aussi de la démultiplication des fraudes. Les nouvelles technologies et l'une de leurs formes, la blockchain, qui permettent aujourd'hui des nouvelles levées de fonds en Bitcoin. Et ces dernières semaines, en Chine, on a noté a priori plus de 350 millions de dollars de levée de fonds frauduleuse. Donc ça va très très vite, c'est beaucoup d'argent. Et sur nos sujets, l'impact de ces nouvelles technologies, c'est nouvelles technologies de commercialisation. Et ce sont les commercialisations grâce aux plateformes de commercialisation. Plateformes de commercialisation très difficiles, là aussi, à cerner. Et difficile à cerner, difficile d'identifier quel est le contexte réglementaire qui s'applique pour ces plateformes de commercialisation. Est-ce que c'est un contexte original? Est-ce que ce sont de nouvelles règles, des règles différentes? Et je me tourne vers Stéphane Torck. Je vous remercie. Alors, la digitalisation évidemment n'est pas un phénomène nouveau. Songeons qu'il y a presque 20 ans maintenant, la COB lançait une consultation publique sur la commercialisation des OPC par Internet. C'est dire que finalement, la question agite les pouvoirs publics et le régulateur, en tout cas le régulateur français, depuis longtemps maintenant. Ce qui, en revanche, est très certainement nouveau, ainsi qu'en atteste un certain nombre de travaux de la Commission européenne, notamment le livre vert sur la commercialisation des services financiers de détail, qui revient assez abondamment, sa consultation sur les fintechs. Ce qui est assurément nouveau, c'est le bond technologique qu'il est permis de constater depuis quelques années. Et effectivement, en rapport avec cette mutation technologique tout à fait phénoménale, possible probablement, au regard du temps qui nous est imparti, de s'intéresser à deux questions en particulier, à deux enjeux. Le premier enjeu tient au développement des prestations de conseil automatisées, ce qu'on appelle les robots advisors, sans intervention humaine, ou quasiment sans aucune intervention humaine. Et cette nouvelle technologie pose ce faisant la question de l'aptitude des algorithmes, plus généralement de l'intelligence artificielle, à égaler, dans un premier temps au moins, l'avenir nous répondra très certainement, mais dans un premier temps au moins, j'allais dire aujourd'hui, à égaler en tout point et en toute occasion les possibilités humaines ou les entités ou les structures qui font appel à l'intelligence humaine. Alors il est vrai qu'on nous décrit souvent l'entrée en relation, la collecte des informations, le traitement de ces informations jusqu'à la prestation de conseil au travers de ces plateformes de conseil automatisées comme finalement assez conformes aux procédés traditionnels tels qu'on peut les concevoir, qui dans une agence bancaire, qui chez son conseiller en investissement financier. Il est quand même permis de s'interroger sur la fiabilité des algorithmes. Il est permis aussi de s'interroger sur la fiabilité des systèmes, plus généralement, qui les embarquent. Et puis, il est aussi permis de s'interroger sur la méthodologie qui est utilisée, qu'il s'agisse de cibler
la clientèle, qu'il s'agisse aussi de faire interférer un certain nombre de réponses qui sont fournies ou d'indications, d'informations qui sont fournies par l'investisseur, étant entendu que la chose a déjà été relevée, en revenant plusieurs fois sur la plateforme, on finit par obtenir le conseil que l'on souhaitait obtenir et que l'on n'avait pas obtenu parce que l'investisseur, dans ses premières réponses, avait fait preuve d'une plus grande rigueur et exhaustivité. Puis, quand il a compris qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il a modifié ses réponses et les renseignements et a fini par obtenir le conseil souhaité. Ce qui prouve quand même que les systèmes ou le système de traitement algorithmique et de conseil algorithmique est probablement potentiellement défaillant. Il est intéressant de noter évidemment que les autorités de régulation, et notamment les autorités de régulation européennes, se sont emparées du sujet. Alors il y a eu un discussion paper du Joint Committee des régulateurs européens, bancaires, financiers et d'assurance, qui a établi donc un papier fin 2015 où sont relevés les différents avantages et inconvénients susceptibles de naître de ces robots advisors. Alors je laisserai évidemment le soin, Monsieur Parrin, de nous faire état de ces avantages et de ces inconvénients et des risques qui se trouvent attachés à cette technologie, mais j'observerai simplement ici que la liste des inconvénients est probablement plus longue que celle des avantages, ce qui pourrait laisser augurer un bilan économique plutôt négatif que positif le cas échéant. Et j'observe aussi qu'on a quelquefois un peu la mémoire courte et que les défaillances des systèmes de trading algorithmique devraient quand même aussi nous alerter sur peut-être la nécessité, pas simplement de juguler les effets pervers ou potentiellement préjudiciables de ces technologies, mais de s'intéresser au cœur du réacteur, ce que ne font pas les juristes, et à terme, les juristes seront peut-être remplacés par des ingénieurs. Il nous appartient d'investir ce domaine. Or, pour l'heure, il faut quand même constater que le principe est celui de la neutralité technologique. Alors, pour dire les choses très simplement, c'est qu'il n'est pas question pour l'heure de réglementer spécifiquement les prestataires ou les plateformes qui ont recours à ces nouvelles technologies pour des raisons qu'on peut comprendre et qui tiennent effectivement à la volonté de ne pas brider l'innovation, bien entendu, et de ne pas non plus atténuer les effets positifs pour la croissance de cette innovation technologique. Il n'en demeure pas moins que la question se pose, et je n'ai pas évidemment la réponse aujourd'hui, de savoir si notre réglementation, j'allais dire traditionnelle, conventionnelle, est adaptée. J'observe simplement quand même que l'AMF a récemment adapté sa position, recommandation sur la collecte des informations auprès des clients au service de conseils en investissement digitalisé, ce qui prouve quand même, sans méconnaître le principe de neutralité, mais ce qui prouve quand même que l'autorité des marchés financiers s'inquiète de rappeler à tout le moins aux prestataires l'obligation qui sont les leurs de respecter la réglementation. Je pense notamment aux obligations déontologiques issues de MIF. Un deuxième enjeu très rapidement, et qui tient à l'identification de celui qui commercialise et à la localisation de l'acte de commercialisation. Alors la question, je l'avais évoquée en introduction, n'est pas nouvelle, elle est droit international, mais elle est rendue plus ardue parce que ces systèmes de commercialisation digitalisés mettent à l'épreuve les critères de matérialité avec lesquels on a l'habitude de déterminer la loi applicable et de l'autorité applicable. D'où, effectivement, et vous l'avez évoqué, le risque de fraude qui s'infère de l'utilisation de cette technologie transfrontière. Les plateformes, d'ailleurs, pour certaines, sont implantées hors de l'Union européenne et peuvent conduire à la commercialisation de services ou de produits au sein de l'Union européenne sans même avoir respecté la réglementation européenne. Donc, neutralité juridique, technologique plutôt, neutralité technologique, mais est-ce que vous partagez cet avis, Monsieur Charlet? Est-ce qu'il faut adopter une position de neutralité? Est-ce que ces plateformes, finalement, sont des acteurs comme les autres? Est-ce qu'elles sont les acteurs comme les autres? La réponse est oui et non. C'est-à-dire que je comprends la logique de neutralité. Il faut être clair, à partir du moment où elles produisent un service
qu'on va appeler un service de conseil, en tout cas tel qu'il est perçu par l'investisseur ou le consommateur, sont appelées à être des membres de nos organisations professionnelles comme les autres. En ce sens, elles sont comme les autres. Ensuite, de la même manière que quand dans une organisation professionnelle d'une certaine taille, nous ne pouvons pas traiter nous-mêmes et accompagner de la même manière des petits acteurs et des grands acteurs, l'AMF ne pourra pas plus le faire que nous, il y a une vraie différence entre un acteur numérique et un acteur moins numérique. Je dis moins numérique parce que des non-numériques, ça n'existe quasiment plus. Et ça, c'est un point qu'il faut quand même noter. C'est que nous faisons aujourd'hui une différence entre des tout numériques et puis on sous-entend des humains. C'est faux. Moi, je ne cesse de répéter une chose, c'est que développer le numérique et vous perdrez des salariés. Mais le patron dirigeant son entreprise restera de conseil, il aura juste liquidé ses salariés et il dirigera une machine. Voilà. Donc il restera au maximum de ce que vous obtiendrez ça. Et après vous aurez une consolidation comme vous l'auriez eu en univers humain. Donc ce sont des acteurs qui ne sont pas comme les autres en ce qu'ils modifient la nature même de l'entreprise qui produit le conseil. Pour le reste, est-ce qu'il faut être neutre? Eh bien aujourd'hui on sait, on ne sait pas faire autrement. Déjà en disant que la technologie doit être neutre, on voit bien qu'on va demander aux acteurs numériques de prouver leur capacité à reproduire ce qui était reproduit et ce qui était de qualité, parce qu'on est plus dur avec eux d'une certaine manière, puisque du fait du numérique, on dit on ne tolérera pas l'erreur. En fait, le message qu'on envoie quand on dit on va être neutre, il n'est pas tout à fait exact. C'est on leur envoie ce message de puisque vous serez numérique, faites comme les humains, mais comme les humains quand ils font bien. Voilà. Donc déjà, là, on a un élément qu'il faut comprendre. Et si on regarde, est-ce que ce sont des acteurs comme les autres? Ce sont des acteurs qui ont peut-être un peu moins d'humains, mais aujourd'hui sont, et dans tous les pays d'Europe, ont des humains, et ont beaucoup d'humains, et parfois plus d'humains que dans un modèle pseudo-humain, ce qui parie sur le futur, et sont des grands consommateurs de capital. En revanche, ce que l'on voit bien, et là où je vais modérer un peu l'impression que je pourrais laisser, c'est puisque les modèles ne sont pas tant pleinement numériques, alors vous avez quand même, dans 90% des cas, pas de problématique. C'est-à-dire que c'est simplement des outils qui rentrent à l'intérieur d'une entreprise, qui se développent à l'intérieur de son univers. Et ceux-là, on peut considérer qu'ils sont comme les autres, parce qu'en fait, c'est tout l'univers qui est en train de devenir comme ça. Et donc c'est ça, l'acteur comme les autres. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans nos fédérations. J'ai des acteurs full numériques. Ils ont des problématiques différentes, mais la plupart d'entre nous sont en train d'aller vers un modèle partiellement numérique qui est la norme. C'est donc une réalité. Il n'est plus temps de s'interroger sur faut-il la freiner, mais quand même peut-être de s'interroger sur les avantages et les inconvénients, les aspects positifs ou négatifs. Vous n'aviez pas l'air de totalement partager l'analyse de Stéphane Torck sur le bilan points positifs et négatifs. De toute façon, la réalité numérique rattrape tous les métiers, tous les services. Donc pourquoi pas les services d'investissement et pourquoi pas la distribution des produits financiers. Aujourd'hui, en effet, l'usage maintenant de tout le monde est de se tourner vers Internet en première question et ensuite de voir s'il y a d'autres moyens d'acheter le bien que l'on souhaite. Mais Internet est déjà le premier réflexe. Donc à partir de là, en effet, il faut plutôt voir comment accompagner cette mise en place du numérique dans tous les secteurs financiers et voir en effet quelles sont les spécificités, s'il y en a. Je ne vais pas dire neutralité, mais il y a quand même certaines petites choses qui changent quand on est sur du tout numérique par rapport à un acte d'achat qui se place dans une agence bancaire. Il y a certainement du plus dans le numérique. Et ça, je crois que autant l'Europe qu'au niveau de l'AMF, on identifie bien certains éléments très positifs que le numérique peut apporter. Je soulignerai peut-être 2 points. La traçabilité, c'est ce qu'on demande à tous les établissements, à tous les acteurs du monde financier. Tracer votre devoir de conseil, tracer les points de contrôle. Quand on est dans une chaîne tout numérique, en effet, c'est peut-être un peu plus facile, c'est peut-être obligatoire, puisque la machine, elle tourne et elle a ses points de contrôle. Et elle doit tracer tous les documents qui ont été demandés aux clients. Donc ça, c'est peut-être un avantage, un premier avantage du numérique, tracer, conserver. Le deuxième avantage du numérique, c'est finalement aussi de le faire dans l'ordre qui est souhaité
par le régulateur. On a toujours des doutes quand c'est dans certaines ventes en face à face sur le fait que le questionnaire MIF est fait en fin de parcours au lieu d'être fait en début de parcours. Dans le cheminement du numérique, cette question-là ne doit pas se poser. L'automate, le mécanisme qui permet la vente le fait forcément dans le bon sens. L'algorithme doit être bloquant en tout cas sur cette partie-là. Donc il y a à nouveau un certain nombre d'avantages sur la vente, la distribution numérique. Les inconvénients, il y en a certainement, vous les avez cités, notamment tout ce qui est cybersécurité. En effet, il faut être très vigilant pour tous les établissements qui se lancent dans ce genre de dispositif, de façon à ne pas être copiés, qu'il n'y ait pas de fraude, en tout cas, sur leur dispositif. Je crois qu'on a cité tout à l'heure un autre biais du numérique, c'est la possibilité d'arbitrer, en effet, le vendeur, de passer 2 fois dans le système, de comprendre un peu mieux comment fonctionne l'algorithme de façon à ne pas être conseillé, mais se conseiller soi-même. C'est vrai que ça existe, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peu de systèmes qui bloquent le deuxième passage. J'ai plutôt de la bienveillance sur ce deuxième passage parce que finalement, si l'acheteur est capable d'arbitrer le système, c'est qu'il a compris, c'est qu'il est déjà suffisamment éduqué pour pouvoir faire son marché lui-même. Donc même sur ce sujet-là, pourquoi pas, en effet, c'est peut-être un risque qui existe. J'ai l'impression que les quelques personnes qui vont arbitrer sont finalement des personnes qui peuvent arbitrer le système. Je garderai quand même en dernier risque sur ces chaînes numériques. Le risque principal, c'est la sophistication de l'algorithme, de façon à ce que l'on cherche au niveau de l'AMF, que le client soit bien fléché sur le produit qui lui convient. On a déjà publié de la doctrine sur les simulateurs de performance où on trouvait que les hypothèses étaient parfois assez pauvres, assez peu développées, et que dans le conseil qui était donné aux clients, il y avait quand même beaucoup de profils de clients très différents qui se retrouvaient avec le même conseil en fin de chaîne. Le numérique doit faire l'effort d'être avec des algorithmes suffisamment fins, suffisamment intelligents pour pouvoir bien conseiller les clients. Il ne s'agit pas d'arriver toujours à un profil prudent, surtout pas, ce n'est pas le souhait de l'AMF. On souhaite que, en effet, les clients qui peuvent être équipés de produits d'investissement à long terme soient équipés d'actions, de produits d'investissement à long terme, mais que l'algorithme soit suffisamment robuste pour bien flécher le profil du client vers le produit qui lui est adapté. Merci. Alors, on a parlé à plusieurs reprises de fraude à propos de ces plateformes et de la digitalisation. Donc, je me tourne vers vous, Maître. Est-ce que vous avez l'impression que ça facilite les fraudes? Est-ce qu'il y a plus de violations de règles? Est-ce que vous voyez plus de dossiers suite à ces nouvelles méthodes de commercialisation? Oui, alors je suis cet après-midi la voix de ceux pour qui ça a mal tourné. Il y a certainement de retraders via Internet, hein, mais je peux identifier 2 catégories. Il y a ceux qui ont été victimes du faux trading sur le Forex et les options binaires, et ceux qui ont fait un véritable trading, mais tous ont perdu toute leur épargne pour la toute première raison, c'est que c'est extrêmement addictif. Celui qui est entre les mains d'un escroc sur le Forex a énormément de mal à en sortir. J'ai été saisie par un ancien chef d'entreprise qui retrouvait là, à travers ce trading, une espèce d'utilité sociale et qui m'était présenté par sa belle-fille, qui m'a dit « c'est pas possible, je vous l'amène parce que je n'arrive pas à le convaincre qu'il est en train de se faire escroquer ». Et effectivement, moi-même, j'ai mis 1 heure de rendez-vous à lui expliquer qu'il ne retrouverait pas son épargne et qu'il fallait qu'il cesse ses activités. Et à la suite de cela, il a accepté de porter plainte et d'arrêter son activité. Mais à côté de cela, il y a l'activité légale à travers les sites de bourse en ligne qui crée le même phénomène d'addiction. Et je pense également à un autre investisseur qui, lui, avait été interdit de jeu en raison de cette addiction qui lui était propre et qui a retrouvé avec le trading en ligne, la bourse en ligne, les mêmes mécanismes et la même excitation qu'il avait avec le jeu. Il a perdu 100 000 euros
en 3 mois, en ayant pris des positions évidemment à des dizaines de millions d'euros, puisqu'il était sur des CFD. Donc, le danger du numérique pour la digitalisation pour ce type d'investisseurs, c'est l'addiction et l'incapacité à en sortir. Madame, vous partagez cette analyse, multiplication des comportements susceptibles de sanctions? Alors, ce qu'on peut observer, nous, ça, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une explosion des infractions par la voie électronique, des infractions de droit commun et en particulier de ces infractions au droit de la consommation et à la commercialisation des produits, qu'ils soient divers ou qu'ils soient financiers atypiques. C'est un gros problème pour nous, c'est une difficulté accrue parce que c'est sûr que ça va beaucoup plus vite et ça touche surtout une infinité de personnes en un temps très réduit. Donc ça, à la fois, il y a beaucoup plus de victimes et pour nous, les investigations sont beaucoup plus complexes. Alors sur les infractions par la voie électronique, je dis juste un petit aparté sur la commercialisation des produits typiques, si je puis dire, les produits divers, pour lesquels je travaille beaucoup avec la répression des fraudes, avec notamment le Service national des enquêtes, et où on arrive, quand il n'y a pas de plainte, parce que sinon c'est un petit peu plus compliqué, à essayer de réguler ces pratiques commerciales trompeuses par la voie électronique, au moyen notamment donc d'une enquête technique, parce qu'ils ont d'excellents techniciens, sur une veille Internet qu'ils font et où ils arrivent à dresser des procès-verbaux extrêmement pointus et où, au bout du compte, on arrive, nous, à pouvoir proposer des transactions pénales d'un montant extrêmement élevé qui permettent, dans un premier temps, quand il ne s'agit pas de délinquance habituelle, de mettre un coup d'arrêt pour éviter une réitération des faits. Donc ça, c'est le genre de pratique que j'essaye d'avoir. Au niveau, d'ailleurs, procédural, c'est intéressant. Je pense que Maître Jean-Yves Garot serait content parce que moi, j'ai introduit le contradictoire à ce niveau-là, où avant même la proposition de la transaction pénale, je donne accès à l'entier dossier qui me revient, et où on arrive après, avec du contradictoire, arriver sur des transactions pénales de façon très satisfaisante. Sinon, pour les produits plus atypiques, on a connu ça récemment, parce que même si ça existe depuis un moment, forcément, quand ça arrive à l'autorité judiciaire, il y a toujours un temps de latence et où on est informé un peu après coup. Et c'est les infractions liées au financement participatif, le crowdfunding, et avec notamment les plateformes qui sont donc de dons, de prêts et surtout d'investissement en capital qu'on appelle donc equity. Et ça, ce sont ces dernières qui nous intéressent aujourd'hui. Et ces plateformes ont un statut de conseiller en investissement participatif. Elles relèvent donc pour une part de la compétence exclusive de l'AMF pour le contrôle de l'exercice de l'activité de conseiller en investigation de patrimoine. Et il faut savoir quand même que c'est le fait, par exemple, d'exercer l'activité de conseiller en investissement participatif est prévu et sanctionné des peines de l'escroquerie. C'est-à-dire, puisque le code de l'article 573-12 du Code monétaire et financier prévoit les peines de l'article 313.1 du Code pénal. Ça, c'est l'escroquerie. Donc, c'est puni de 5 ans et donc 315 000 €. Et c'est plus facile à démontrer parce que c'est quand même une infraction un peu formelle. Pour le reste, on a à l'heure actuelle un seul dossier qui nous a été proposé par la DGCCRF, qui est en cours d'investigation sur des plateformes d'investissement tout à fait atypiques pour lesquelles on va essayer de démontrer qu'il y a des pratiques commerciales trompeuses, notamment parce que la qualité de la plateforme Internet peut laisser croire à l'internaute qu'il y a un statut de conseiller en investigation de patrimoine, ce qui n'est pas le cas. Voilà.
Merci. Alors, le troisième temps de cette table ronde, c'est la troisième évolution, l'évolution du périmètre de cette commercialisation, et c'est donc l'internationalisation que nous allons essayer de traiter en un temps record pour veiller à ce que la salle puisse conserver un temps de questions, mais ça va être très difficile. Alors, internationalisation, Stéphane Thor, qu'est-ce que vous pouvez nous décrire très rapidement ce contexte réglementaire ? Je dirais juste quelques mots, et quelques mots du passeport européen. C'est pas moi qui le dis, c'est l'AMF. La question doit être posée, se pose de la place, du rôle des autorités de supervision des pays d'accueil dans le processus de commercialisation des produits financiers. Avec probablement deux écueils. Un premier qui est l'arbitrage réglementaire. On ne va pas se voiler la face. D'ailleurs, un certain nombre de scandales au sujet de trading sur des plateformes de Forex ont eu lieu à partir de plateformes qui avaient été agréées par des autorités de supervision d'États membres. Voilà. Donc ce n'est pas du trading illégal. Et pour autant, il est normal que l'autorité du pays d'accueil puisse, lorsqu'elle se rend compte des dangers qu'il peut y avoir pour ses investisseurs, son marché domestique, qu'elle puisse intervenir. Alors sur ce terrain, les choses s'améliorent avec le dispositif MIF 2. J'y vais très vite, puisque l'article 42 de MIFIR, donc du règlement MIF, ouvre désormais, mieux et plus qu'hier, un droit d'intervention directe sur les produits. Le deuxième écueil, il est peut-être à venir. Il est plus suggéré qu'autre chose, et il résulte du processus de l'UMC, donc de l'Union des marchés de capitaux, avec cette idée que le droit qu'ont les autorités de supervision du pays d'accueil, en vertu principalement de la directive au PCVM, de contrôler la documentation commerciale et promotionnelle des fonds agréés dans un État membre d'origine et commercialisés sur son territoire, que ce contrôle pourrait constituer une barrière significative à la commercialisation transfrontière des fonds. Sur ce point aussi, l'AMF a réagi, me semble-t-il, de manière tout à fait conforme. Il faut être vigilant, effectivement, à ce que l'autorité de supervision du pays d'accueil ne perde pas la main sur le contrôle de la documentation commerciale. Alors, internationalisation, est-ce que vous pouvez, Monsieur Charlet, nous faire un panorama très rapide de ce qui circule, ce qui arrive chez nous ? Alors, on va essayer d'être très rapide, mais pour commencer, je tiens à dire que je suis tout à fait d'accord avec cette histoire de conserver la main sur le territoire où c'est proposé. Parce que c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on se rend compte que tout le monde a le même problème. C'est-à-dire que, alors, ce qui se propose ailleurs, écoutez, ce qui pourrait arriver chez nous, si on reparle des produits atypiques, on va dire que certains deviennent typiques. Donc déjà, la première des choses, c'est ça, c'est d'avoir une tendance à faire devenir typiques des choses qui ne l'étaient pas. Ça, c'est la première chose. Et elles peuvent donc venir de l'étranger, et par exemple sur les matières premières. La deuxième tendance, si je dois venir sur des choses qui ne devraient pas poser de problème, c'est l'immobilier dans d'autres pays, qui vient par ce qu'on appelle chez nous la pierre-papier, mais où on voit bien que les propositions sur des investissements à l'étranger commencent à se diversifier. Il y a une appétence, il y a du volume demandé, donc il faut le proposer. Entre, à mon avis, les matières premières, si on ne prend pas de produits compliqués, si on reste sur des éléments de sous-jacents, ce qu'on peut voir de l'étranger, à mon avis, c'est essentiellement ça. Matières premières, immobilier et transformation de ce qui était atypique en typique. Voilà ce qui est un peu autour de nous et ce qui manque. Le reste, on l'a déjà. On est le plus gros marché continental. J'allais dire, il n'y a pas de grand scoop. C'est plutôt les autres qui sont en train de découvrir des choses que nous avons déjà. J'ai discuté avec mon homologue tchèque. Au République tchèque, il n'a en fait pas tant de choses que ça. C'est plutôt lui qui voit arriver des choses actuellement. Alors, nous voyons arriver des choses et l'AMF voit arriver des choses. Alors, comment réagit le régulateur français dans ce contexte ? C'est vrai que le contexte de la commercialisation transfrontalière a complètement changé en 10 ans. En 10 ans, il y avait, sans parler du Forex, rien que sur les placements classiques, les OPCVM, il n'y avait quasiment que des OPCVM français distribués en France. Aujourd'hui, on est avec un stock de 3000 OPCVM français distribués en France, mais à côté de ça, il y en a
6 000 OPCVM européens qui sont distribuables en France. On voit bien l'impact de la mise en place de tous les passeports produits, passeports acteurs. C'est vraiment maintenant un marché européen international. Donc les enjeux pour l'AMF, c'est d'être encore capable de voir ce qui se passe, de pouvoir protéger les épargnants. Heureusement, dans chacune des directives, il y a encore un volet commercialisation, parfois, qui nous permet d'être compétents sur les documents commerciaux. Évidemment, quand le distributeur est français, on est encore compétent sur le distributeur. Mais parfois, on a quand même des difficultés parce qu'on n'est pas forcément autorité compétente sur soit les règles de bonne conduite, soit les règles d'organisation de celui qui fait l'acte de commercialisation. Donc, en effet, dans chacune des directives, il y a un volet de coopération avec les autres autorités des États membres, ce qu'on essaye de faire. Et dans l'architecture européenne des passeports, il y a aussi des mécanismes de substitution, c'est-à-dire que si l'autorité du pays producteur du produit où est localisé l'acteur qui distribue ne fait pas suffisamment de diligence pour protéger les investisseurs français, il y a des principes de substitution où l'AMF peut reprendre la main. On l'a fait, vous nous avez vu sur un ou deux exemples chypriotes. On pourrait le faire, ça s'était fait dans le cadre de MIF, on pourrait le faire de la même façon dans la distribution de produits au PCVM ou à IFM. Donc heureusement, il y a ces différents volets, mais globalement, une meilleure harmonisation européenne des pratiques de supervision permettrait en effet d'éviter ces phénomènes d'arbitrage entre pays européens, d'éviter la localisation des acteurs sur des pays peut-être un peu moins disants réglementairement que d'autres pays européens. Donc ça, on a autant un volet coopération qu'un volet harmonisation européenne devant nous encore à travailler pour bien prendre en compte cette internalisation de la commercialisation. C'est un des sujets de l'Union des marchés de capitaux, un des sujets qui est devant nous. Donc, difficulté pour l'AMF et j'imagine aussi, Maître, difficulté pour vous lorsque vous avez des dossiers internationaux pour récupérer l'argent? Oui, exactement. Les éléments d'extranéité géographique, c'est vraiment la plaie dans les dossiers. Ça rend compliqué le recouvrement des fonds. Si je prends l'exemple de la fraude sur le diamant, les fonds partent sauf exception. Il y a des établissements français qui ont quand même ouvert des comptes. Alors là, pour nous, évidemment, ça simplifie les choses puisqu'on recherche les établissements bancaires teneurs des comptes des escrocs en responsabilité, évidemment en responsabilité civile. Mais lorsque, et c'est la plupart du temps le cas, les établissements bancaires se situent en Europe de l'Est ou en Belgique, pas besoin d'aller très très loin, nous ne pouvons pas assigner ces établissements devant les juridictions françaises. Et alors, les juges français sont désolés de ne pas pouvoir nous donner la possibilité de trancher les litiges entre les investisseurs et les établissements bancaires européens hors France. Ils nous disent, mais vous n'avez qu'à plaider la cause à Bruxelles. C'est vrai, c'est juste à côté, une heure de Thalys. Enfin, c'est... mais ils ne se rendent pas compte que les règles provenant d'une directive, et la directive étant transposée dans l'ordre national par des lois qui sont propres à chaque État, je n'ai pas nécessairement les mêmes dispositions légales pour défendre les mêmes investisseurs devant des juridictions belges. Donc l'extranéité, ça complique les dossiers. On cherche d'autres solutions, bien sûr. Oui, et évidemment, l'extranéité est compliquée également pour les poursuites. Alors, ça pose deux problèmes. Le premier, c'est la compétence territoriale, et notamment pour toutes les infractions commises par la voie électronique. Et ça a été à peu près résolu par la loi du 3 juin 2016 qui, de fait, a assimilé le domicile de la victime au lieu de commission des faits. Donc, pour toutes les infractions commises par la voie électronique, ça nous simplifie grandement parce que si la victime reçoit la demande en France, sur son portable en France, sur son ordinateur, l'infraction est réputée commise en France et le procureur de la République de France est compétent. Après, évidemment, pour les investigations, c'est quand même un peu compliqué parce que la plupart des sociétés sont domiciliées à l'étranger et même si elles sont domiciliées à l'étranger, elles sont difficilement identifiables parce qu'elles-mêmes composées de plusieurs sociétés. Donc ça dépend quand même du bon vouloir, de la bonne coopération avec le pays qui accueille ces sociétés où il y a le siège de la plateforme électronique.
Sinon, le deuxième souci, c'est le circuit de l'argent. Alors, il y a très fréquemment, ce que je disais Maître, l'argent circule sur des comptes en Europe, puis après très fréquemment vers des pays beaucoup plus lointains, ce serait souvent la Chine, mais rarement en France. Ou alors, quand ils sont en France, c'est sur une société juste intermédiaire qui les redistribue sur ces plateformes bancaires dans des pays européens. Alors, ce que nous avons, nous, comme possibilité, c'est de faire des saisies. Alors, la saisie est également possible pour même les infractions au droit de la consommation, puisque le code pénal prévoit la possibilité, du moment que c'est puni, d'1 an d'emprisonnement. Donc, dès que nous le pouvons, on se jette, si je dis, sur cette possibilité, parce que c'est la seule chose qui marche, c'est pouvoir avoir un peu une efficacité, une influence sur le produit financier. Et là, récemment, on a eu un dossier où on a pu saisir presque 3 millions d'euros dans une banque espagnole, alors que ça provenait évidemment d'une infraction par voie électronique sur des produits. Alors là, c'était des produits typiques, mais ça a été quand même très efficace. Il faut vous dire que ça a une rentabilité absolument hallucinante, parce que pour ce dossier auquel je pense en particulier, sur 3 mois, le chiffre d'affaires était de 8 millions d'euros. Et le bénéfice final sur la personne était de 5 millions et quelques d'euros. On a réussi à en récupérer 3 qui iront d'abord pour, évidemment, restaurer les victimes, et puis après, si on le peut, évidemment, pour le paiement des amendes. Alors, je remercie vivement les intervenants pour le respect scrupuleux de leur temps de parole, qui nous permet de nous tourner vers la salle si vous avez quelques questions avant que nous écoutions le discours de clôture du président de l'AMF. Je les ai traumatisés pour rien, alors. Ah, une dame. Bonjour, j'aurais voulu un avis rapide. Vous avez parlé de robo-advisor. Vous n'avez pas parlé de blockchain. Or, on a de plus en plus de blockchain qui s'organisent autour des distributeurs, producteurs-distributeurs. Voilà, je voudrais votre avis particulier à celui qui se sent le plus à même. Blockchain, ça dépend sur quoi. En effet, c'est avant tout une technologie. Donc la technologie, elle doit être appliquée sur quelque chose. Donc on peut se féliciter de l'apparition de la blockchain comme étant une nouvelle technique, une nouvelle solution, par exemple, pour mieux distribuer un certain nombre de produits qui ont été créés en France. Je pense par exemple au métier de la gestion d'actifs, qui souffre beaucoup de problèmes de distribution transfrontalière. C'est assez compliqué de souscrire à un fonds français lorsqu'on est investisseur étranger. Et donc la blockchain peut être une solution tout à fait efficace pour donner accès, sous réserve d'avoir un certain nombre de critères, notamment respecter tous les critères qui permettent d'avoir accès à l'information sur le client sous-jacent et de respecter toutes les contraintes sur les due diligence concernant le blanchiment ou le financement du terrorisme. La blockchain peut être une solution parfaite pour justement, avec cette nouvelle technologie, permettre aux souscripteurs étrangers d'avoir accès aux fonds français. Donc la blockchain, en tant que technologie, évidemment, le régulateur ne va pas te dire c'est bien ou c'est pas bien, il faut que ça soit appliqué à différentes choses. Et voilà un exemple où nous, du côté de l'AMF, on voit avec, en effet, en respectant un certain nombre de contraintes, on voit l'apparition de cette nouvelle technologie comme étant potentiellement très favorable au développement de la place de Paris. Un autre exemple d'application de la blockchain dont j'ai entendu parler, c'est pour mettre en place plus facilement des pactes d'actionnaires. Pourquoi pas? Ça peut être aussi quelque chose qui facilite
les pactes d'actionnaires sur des fonds, sur des sociétés. Voilà, il y a plein d'applications possibles. Donc, on regarde, en tout cas, on a des équipes dédiées à l'AMF pour regarder les applications possibles de la blockchain. Je ne suis pas une spécialiste internationale de la blockchain, mais il me semble que les deux exemples que vous avez donnés sont relativement différents en type de technologie, vu que la grande utilisation de la blockchain, c'est quand même la suppression de l'intermédiation et la gestion d'actifs est directement concernée. En matière de pacte d'actionnaires, c'est ce qu'on appelle les smart contracts, c'est-à-dire des contrats qui ont une exécution automatique. Et c'est donc tout un autre champ qui pourrait s'ouvrir, et certainement avec de nombreuses applications en matière financière. Une autre question ? Non, grâce à la blockchain, nous avons définitivement cerné le sujet. Donc il me reste à remercier beaucoup les intervenants pour des éclairages très intéressants sur ces sujets bien vastes que nous avons tenté de traiter devant vous.